Le néolithique, dernière période de la préhistoire, s'ouvre sur l'âge des métaux, l'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge du fer. On parle pour l'ensemble de ces périodes de proto-histoire. La préhistoire était la période qui précédait l'invention de l'écriture. La proto-histoire se caractérise par l'existence de l'écriture, mais dans des civilisations étrangères à celles qui intéressent l'historien. Ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit des Celtes, ces derniers n'ont pas eu recours à l'écrit, mais d'autres peuples, les Grecs, les Romains, ont écrit à leur sujet. Le proto-historien étudie ces textes, mais il a encore principalement recours à l'archéologie pour tenter de comprendre le mode de vie des populations. L'âge des métaux commence avec celui du cuivre. Le cuivre est un métal que l'on trouve dans le sous-sol. Il existe en France de nombreux gisements de cuivre, dans le Massif central, les Alpes, les Pyrénées. Cependant, l'utilisation du cuivre ne signifie pas l'abandon de la pierre. Le cuivre est utilisé pour produire principalement des objets comme des bijoux ou des éléments de parure, mais il ne remplace pas le silex. En effet, le cuivre est un métal qui se déforme facilement. La pierre, plus solide, reste donc encore souvent un matériau préféré des hommes de l'époque. L'invention du bronze constitue une plus grande avancée dans la métallurgie. La métallurgie est l'utilisation des métaux. Le bronze, à la différence du cuivre, n'est pas un métal pur que l'on retrouve comme tel dans la nature. C'est un alliage. L'alliage est le mélange de deux métaux que l'on a fait fondre et fusionner. Le bronze est composé de cuivre et d'étain. Le bronze, qui est à la fois plus malléable que la pierre et plus résistant que le cuivre, permet le développement de nouveaux outils, tels que le marteau, la faux, la hache, des cuirasses, etc. En France, les minerais d'étain sont plus rares. On en trouve surtout en Bretagne, qui devient alors prospère. Prospère, c'est-à-dire que la région s'enrichit grâce au commerce de l'étain. Les techniques de transformation du bronze en objet deviennent de plus en plus performantes et permettent d'obtenir des formes plus complexes. À partir des environs de l'an 800 avant Jésus-Christ, commence la dernière période de l'âge des métaux, l'âge du fer. La maîtrise de l'usage du fer s'introduit sur notre territoire depuis l'Orient, depuis l'Est. Cette maîtrise permet la fabrication d'un très grand nombre d'objets, des armes, des outils agricoles, mais aussi des objets d'art et de la monnaie. Au cours de ces périodes, divers peuples s'installent sur notre territoire. Ces peuples, originaires du centre de l'Europe, sont constitués de nombreuses tribus qui ne sont pas unies entre elles. Chaque tribu a son organisation propre, mais on retrouve des similitudes dans leur mode de vie. L'amélioration de l'usage du bronze et du fer transforme progressivement, petit à petit, la société celtique. Les villages se structurent, s'organisent. Une hiérarchie se met en place avec des élites, des nobles, dont la richesse se manifeste notamment dans leurs sépultures. Un exemple de ces sépultures de nobles celtes est celui de la tombe de la Dame de Vix. Des archéologues ont découvert à Vix, en Bourgogne, le corps d'une femme de l'époque de l'âge du fer, allongée sur un char et parée de bijoux. Un très grand vase de bronze, notamment, est retrouvé à ses côtés. Il s'agit d'un cratère. Le cratère est un vase grec qui sert à mélanger différents vins pour un banquet. Les vins étaient mélangés afin d'atténuer, c'est-à-dire diminuer, le caractère parfois trop fort de tel ou tel vin. Ce cratère est le plus grand qui soit connu. Il mesure 1,64 m de haut, pèse 209 kg et a une contenance de 1100 litres. L'incroyable richesse de cette tombe montre l'importance de la Dame de Vix, véritable princesse, et témoigne des échanges qui existent entre les Celtes
et les civilisations grecques, étrusques. Les Grecs, notamment, cherchent à développer le commerce avec les peuples celtes. C'est pour cette raison que les Grecs originaires de Phocée fondent une colonie, Massalia, en l'an 600 avant Jésus-Christ, au sud de notre territoire, sur la Méditerranée. Massalia deviendra un jour la ville de Marseille. Les Grecs introduisent alors la culture de la vigne pour produire du vin et de l'olivier pour produire de l'huile, dont ils font ensuite le commerce grâce à des amphores au peuple celte, profitant notamment du fleuve le Rhône pour déplacer les marchandises. Les Celtes, pour leur part, vendent des métaux, le cuivre, l'étain, mais aussi de la charcuterie, des objets de verrerie, etc. Grâce au contact avec la culture grecque qui utilise l'écriture, plusieurs mentions des peuples celtes ont été retrouvées dans des textes. Le terme gaulois vient de Jules César, général romain. Il dénomme ainsi les Celtes qui habitent de l'autre côté des Alpes, dans le territoire que Jules César appelle la Gaule et qui correspond à peu près au territoire de la France actuelle. César distingue les Gaulois des Germains, peuple celte lui aussi, mais qui vit de l'autre côté du Rhin. Les traces écrites des auteurs grecs et latins, ainsi que les découvertes archéologiques, nous donnent une idée du mode de vie des Celtes. En ce qui concerne l'habitat, les maisons celtiques sont construites en bois et sont couvertes d'un toit en chaume. Chaque territoire a son oppidum, site fortifié, souvent situé dans un lieu difficilement atteignable, sur une colline, dans un marais, sur une île. Les oppidas servent à la défense, bien sûr, mais aussi au commerce et aux fêtes religieuses. Les Celtes pratiquent principalement l'agriculture, l'élevage. L'apparition du fer permet de grands progrès dans l'agriculture. La herse ferrée est inventée par les Gaulois pour améliorer le labourage. La moissonneuse des champs pour récolter les céréales. Le tonneau pour conserver et transporter le vin et la cervoise. Les Celtes sont en effet un peuple ingénieux dans bien des domaines. Le savon et les teintures font aussi partie des inventions celtiques, tout comme l'utilisation de la roue dans toutes sortes de chars. L'artisanat et l'agriculture celte sont très prisés par les Romains. Les Celtes croient en plusieurs dieux. Ils sont polythéistes. Les druides sont les chefs religieux. Ils sont aussi chargés de l'enseignement, de la médecine et du respect des lois. Ils ont un rôle central dans la communauté celtique. Si les druides apprennent des Grecs l'usage de l'écriture et utilisent leur alphabet, ils ne communiquent leur savoir que par l'oral. Pour cette raison, nous n'avons aucune source écrite directe, c'est-à-dire qui vienne directement de la main des druides, concernant leurs croyances et leurs pratiques. Les auteurs grecs et latins décrivent cependant les rites dont ils ont été les témoins, tels que la cueillette du gui sur des chênes à l'aide d'une serpe d'or, ainsi que les sacrifices d'animaux. Le monde celtique, tel que nous avons essayé de le présenter, connaîtra un grand bouleversement après la conquête de la Gaule par Jules César, qui ouvrira une nouvelle période, celle de l'époque gallo-romaine.